Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. On reçoit aujourd'hui Roland Sarter, qui est secrétaire du comité de défense des travailleurs frontaliers en Moselle. Vous êtes salarié à la ZF de Sarrebruck et membre du syndicat IG Metall, secrétaire Et on va revenir sur les grèves de ces derniers jours et sur vos revendications tout à l'heure. Sandrine est avec nous. Bonjour Sandrine. Salut. Pour l'heure, on part en duplex avec Guillaume. Il est chez un agriculteur à Grunwiller, fini la vente de production à perte. Une loi présentée hier au Conseil des ministres devrait permettre de rémunérer les agriculteurs à partir des coûts réels de production. Guillaume, explique-nous ce qui a été décidé. Oui, effectivement, je me trouve à Grunwiller, à la ferme de Claudine et Richard Kiel. On va parler ensemble de ce projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres mercredi, donc hier. Il vise en fait à limiter les promotions de la part des grandes distributions et également en fait faire en sorte que ce soit désormais les agriculteurs qui fixent le prix de vente de leurs produits pour qu'ils s'y retrouvent davantage. Et tout à l'heure, tu auras l'occasion d'en parler avec Richard Kiel qui saura te dire si oui ou non c'est une bonne évolution. Ok, merci beaucoup Guillaume. Oui, on sera en interview en duplex avec un agriculteur de Grunwiller. En attendant, voici un résumé des titres de l'actualité locale. Vers une meilleure rémunération des produits agricoles. Un projet de loi présenté hier au Conseil des ministres propose d'inverser le mode de fixation des prix. Il serait désormais calculé à partir des coûts de production réels. La Confédération paysanne reste prudente. Elle doute que paysans et consommateurs en sortent gagnants. Péage plus cher vers Strasbourg et Metz. À partir d'aujourd'hui, il faut compter 9 € pour un aller-retour Saint-Avold-Metz. Sarreguemines-Strasbourg passe à 6,80 €, soit des augmentations de 10 centimes sur ces deux trajets. Un projet majeur de médecine nucléaire à Sarreguemines. Pour l'instant, c'est encore un carré de pelouse, mais demain on y verra un bâtiment de 1320 mètres carrés équipé d'un PET-scan. Les travaux vont débuter cet été et la mise en service est prévue en novembre 2019. Les équipements en service à Frémin-Merlebach ainsi que les équipes médicales seront rapatriées sur Sarreguemines. Les cigognes de retour avant l'heure à Sarralbe. Elles occupent pour l'instant 5 des 26 nids recensés sur la commune. Cette arrivée précoce est anormale selon Dominique Klein de l'association Cigogne en Moselle. À la douceur hivernale s'ajoute la douceur du spectacle de ces oiseaux en regardant les toits de l'église et de l'hôtel de ville et en levant les yeux au niveau des rues du Moulin et Clémenceau. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Selon une lettre publiée par la Sécurité sociale, jardinage, marche, vélo, les escaliers plutôt que les escalators, chaque petit mouvement compte et amène un renforcement des muscles du dos. 93% des Français affirment avoir des douleurs au dos plus ou moins intenses. Aujourd'hui, bon, oui, ça va, il fait assez froid, mais les températures au mois de janvier ont été au-dessus des moyennes de saison. Ouais. Et pourtant, on aimerait quand même qu'il fasse un peu plus chaud. Est-ce qu'on n'est jamais content au final? Alors, moi, je trouve moi, je suis plutôt contente quand il fait froid, parce qu'en fait, ça veut dire que quand il y a une couverture nuageuse, il fait plus chaud. Et donc, quand la couverture nuageuse s'en va, il fait plus froid. Donc, pour moi, qu'il fasse froid, c'est un peu synonyme de beau temps. Donc, je pense qu'on peut s'en réjouir. Okay. Et on aura peut-être de la neige ce week-end. C'est prévu, oui. Normalement, c'est prévu. Ok, on regarde déjà les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, les températures continuent à se rafraîchir et on va retrouver au réveil de petites gelées matinales. Côté ciel, les nuages dominent encore et s'accompagnent de quelques précipitations, notamment l'après-midi. Mais elles seront sous forme de neige fondante, pouvant localement blanchir les sols, surtout en fin de journée. Côté température, les minimales iront de -2 à 2 degrés, les maximales plafonneront entre 3 et 5 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 2 février, nous fêtons les Gabriels. Le soleil nous accompagnera de 8h à 17h30. Je vous retrouve dans un instant pour la question du jour et les sorties. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Comme promis, on retrouve Richard Kiel, qui est agriculteur à la ferme du Schneckenbrühl à Grünwiller. C'est une loi qui était attendue? Oui, bonjour. J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est une loi qui était attendue chez les agriculteurs? Ah oui, c'était une loi qui était attendue chez les agriculteurs, parce que pour vous dire, il y a 20 ans en arrière, avec les jeunes agriculteurs de Moselle, sous la présidence de Olivier Hamon, on avait déjà demandé à faire les états généraux avec le conseil départemental. Chose qui a été faite, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 5 ans, dans les années 2010-2012. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui était très attendu, parce que pour nous, c'est un espoir de voir peut-être des prix meilleurs, quoi. Ce projet de loi va-t-il résoudre le problème des agriculteurs qui étaient jusqu'alors incapables de négocier les prix de vente et qui vendaient souvent à perte? Est-ce que vous pensez que ce sera efficace? Nous sommes optimistes, on espère que ce soit efficace. Mais après, je veux dire, ça dépend de la grande distribution. Parce que je veux dire, en réalité, comme ils ont un groupement d'achat, ils ont fait un groupement d'achat, donc chaque supermarché, c'est plus des enseignes à part, ils ont fait vraiment un groupement d'achat, et donc c'est par rapport à si on arrive à contrecarrer cela, parce que c'est quand même eux qui vont nous... parce que quand on regarde les émissions, comme par exemple sur les médias, les différents médias, encore hier soir, ils avaient interrogé Édouard Leclerc qui disait comme quoi que les promotions, ils les feront toujours encore, quoi. Et cette fixation des prix qui est basée sur les coûts de production des agriculteurs, est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Ce ne sera pas un petit peu compliqué au final comme processus? Ça sera très compliqué comme processus, parce que je veux dire, par exemple, quand on regarde aujourd'hui le coût de production que j'ai, moi, sur l'exploitation, ça fait 10 ans que je suis installé, je veux dire, j'ai mes annuités qui ne sont pas finies encore. Comparé, par exemple, quand on prend une exploitation d'un agriculteur qui part dans 6 mois à la retraite, où tout est amorti, ça ne sera pas les mêmes coûts. Après, il faudra, entre nous, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une organisation qui se crée pour qu'on fixe le prix. Comme ça se faisait il y a 20-30 ans en arrière, il y avait des cotations chaque semaine. On savait que le beurre valait tant, que le porc valait tant, que le veau valait tant. Et puis aujourd'hui, ça a disparu parce que je veux dire, à force d'industrialiser l'agriculture, ces petits marchés, ces petits repères ont disparu les uns après les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que cette méthode risque d'alourdir la facture pour les consommateurs au final ? Ça dépendra du jeu des supermarchés, parce que je veux dire, aujourd'hui, quand on prend l'exemple, si on regarde le prix d'une bête actuellement, si on prend par exemple cette bête, si on la vend à l'abattoir aujourd'hui, elle nous sera payée aux alentours de 2,20 €, 2,50 € le kilo. Et je veux dire, et cette même bête, quand on la retrouve au supermarché, on la retrouve, par exemple, les meilleurs morceaux aux alentours, aux moyennes de 25 à 30 € le kilo. Donc je veux dire, c'est pas nous qui nous faisons le plus de marge, c'est les supermarchés. Donc si eux ils décident de baisser le prix, je veux dire pour les consommateurs, je veux dire ils y retrouveront quoi. Je pense pas que ça soit plus cher pour les consommateurs. Ça, à mon avis, il faudra que ce soit on peut pas faire une loi pour tout, mais bon là il faudra quand même que ce soit comment est-ce que je perds mes mots devant la caméra. Donc il faudra quand même que ce soit que tout le monde soit objectif, quoi. Oh, d'accord, merci beaucoup d'avoir témoigné en tout cas pour Mosaïque. Richard Kiel, on reviendra prochainement sur les conséquences du projet. Parler de radicalisation violente avec humour, pari tenu pour les comédiens de la pièce de théâtre Djihad, grâce à leur représentation au Casino des Faïenceries jeudi dernier, une soirée organisée par la CMCA et la ville dans le cadre de la prévention de la radicalisation. Un thème d'actualité qui a suscité un débat par la suite. Retour en images. L'arrêt du dessin pour Ismaël, l'abandon de la musique rock pour Ben et un amour impossible pour Reda. Pensant vivre dans le péché, ils décident de faire un voyage ensemble, mais pas n'importe lequel, faire le djihad en Syrie au nom de leur religion. Tout au long de leur périple, ils découvriront les histoires de chacun et devront faire face à de nombreux imprévus. Réalisée par Ismaël Saïdi, cette pièce s'adresse avant tout à un public scolaire. Le but, libérer la parole autour de la radicalisation violente et du djihad. Déjà habitués à la prévention de la délinquance et de la radicalisation,
L'association CMCEA, le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, ainsi que la ville de Sarreguemines, ont vu l'opportunité d'utiliser la pièce comme un outil pédagogique. Je pense que ça va beaucoup aider les éducateurs de prévention pour échanger avec les jeunes des quartiers. Je crois que c'était l'objectif que l'équipe de Sarreguemines, enfin de l'Est Mosellan avait en tête quand il a fait venir cette pièce. Enfin, ce qu'on a voulu un petit peu toucher du doigt, c'est la question de la violence, c'est la question de la radicalisation, c'est-à-dire de l'extrémisme. Et comment on amène des jeunes, finalement, à entrer dans une nouvelle vision du monde, une nouvelle conception des choses. Face aux idéologies funestes, notre association est convaincue que nous avons besoin, plus que jamais, de la puissance douce, de l'éducation et de la culture. Plus que jamais, nous avons besoin d'actions socio-éducatives de qualité. Car la grosse difficulté pour les équipes de prévention, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Le radicalisme ne fait pas de distinction et peut toucher n'importe qui. Il n'y a pas de catégorie sociale particulière. C'est vraiment plus sur des personnalités, on va dire, fragiles, sur des identités blessées, brisées, qui ont du mal à se construire et qui du coup trouvent une ouverture ou des réponses dans ces idéologies-là. La pièce de théâtre s'est ensuite poursuivie sur un débat entre les intervenants et le public, notamment sur la question de la réintégration, souvent douloureuse après un passage en prison. Sans pour autant défendre le djihadisme, les comédiens s'autorisent à faire preuve d'humour. Parfois, les spectateurs se surprennent à avoir de la compassion pour les personnages. Radicalisés ou sur le point de l'être, le message est clair. La première étape consiste à rompre avec l'isolement. Les voilà parés en cas d'incident. Les écoliers de Rembrun-les-Putlanges et d'Ilsprich ont appris les règles de sécurité lors d'un exercice d'évacuation d'un bus scolaire. Thomas Drouin et Morane Grandcola étaient sur place. Leçon de sécurité pour les 52 élèves du CPO-CE2 des écoles primaires de Rembrun-les-Putlanges et Ilsprich. Pour sensibiliser les plus petits au risque d'accident en autocar, la CASC a fait appel à l'ADATEP, l'association départementale pour l'amélioration des transports éducatifs de l'enseignement public. C'est Marc Sitterley, bénévole et fondateur de l'association, qui a guidé les plus petits lors de son intervention mardi matin. Les consignes et les réflexes de sécurité ont été enseignés aux élèves à l'aide d'un film et d'un exercice d'évacuation d'urgence du bus scolaire. Vous dégrafez en vitesse aux ceintures en respectant l'ordre que je vous ai donné. De l'avant vers le fond pour ceux assis côté couloir, puis de l'arrière vers l'avant pour ceux assis côté fenêtre. 36 secondes, c'est le temps que les élèves ont mis pour sortir du bus, preuve que la leçon est assimilée. Allez, on se dépêche. Tout le monde est différent des autres, chacun a sa singularité et il y a beaucoup de choses à apprendre en s'ouvrant aux autres. Partant de ces certitudes, les responsables des classes Ulysse et Ulysse Pro du collège Fulrad et du lycée Henri Nominé ont décidé de proposer aux enfants et adolescents dont ils ont la charge différents ateliers. Guillaume Dumonteil vous en dit plus. 2, 3, 4. En leur apprenant la salsa, la chorégraphe Anne-Sophie Divou de Florenne fait voyager ses élèves d'Ulysse à Cuba. Partir à la découverte du monde, c'est l'objectif de ce projet auquel participent le collège Fulrad et le lycée Henri Nominé. Une quinzaine d'élèves scolarisés en classe Ulysse dans ces deux établissements effectuent différentes réalisations à l'occasion du festival Migration, dont l'objectif est de faire connaître le monde et les différents peuples qui vivent sur Terre. Ce qui nous a plu dans ce projet, c'était l'idée de pouvoir coordonner différentes matières, artistique, le français, faire des recherches aux élèves au CDI. Mais aussi par la réalisation d'un planisphère, la découverte et l'explication de contes aux autres élèves, ou encore le fait d'avoir assisté à Sarreguemines au spectacle À la croisée des chemins, présenté par le conteur Jean-Jacques Fdida, accompagné de Radija El Afrit, une joueuse de sitar persane. Prochainement, le 20 mars, à la médiathèque de Sarreguemines, ce sera au tour des élèves d'Ulysse de présenter un spectacle. De 14 à 17 h, ils présenteront les chorégraphies qu'Anne-Sophie Divou de Florenne est en train de leur apprendre. Il y aura de la salsa cubaine, du sirtaki grec, de la percussion et une composition originale. J'adore faire de la danse, c'était mon rêve. Certains élèves apprécient énormément la musique. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la danse classique et en ce moment je fais de la chorale et ça me plaît plutôt bien. Rendez-vous donc le 20 mars à la médiathèque de Sarreguemines pour assister au spectacle des élèves d'Ulysse.
A noter que ces derniers, de leur côté, assisteront le même jour à un spectacle de danse au Carreau de Forbach et le 29 mars, ils seront dans le public pour la représentation de Ladji Diallo, intitulée Ma vallée, un truc de fou, un spectacle qui présente la découverte des Pyrénées par un jeune de banlieue parisienne. On va se retrouver dans un très court instant avec notre invité du jour et on reviendra sur la grève des frontaliers d'Ig Metall et Sandrine nous parlera de la question du jour. À tout de suite. Depuis qu'il est appareillé, il dit que je parle trop fort. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Oui, et dis-moi, Isabelle... Plus rien ne vous échappe avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC reprend du service. Les Bleus de Sébastien Meyer se rendent à Metz pour affronter la réserve du FC Metz. Votre après-midi sportif, c'est samedi dès 15 h en direct sur Mosaïque. Le handisport, on en parle de plus en plus. À Sarreguemines, on a même un champion, Nicolas Pfeiffer, médaillé d'or en double aux Jeux paralympiques de 2016. On vous a demandé sur Facebook si vous suiviez ces compétitions. 2016 a été un véritable tournant médiatique pour le handisport avec la retransmission des Jeux paralympiques de Rio. Depuis, en regardez-vous plus souvent et est-ce que vous vous tenez informé de l'actualité du handisport? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes suivent le handisport alors? Eh bien, visiblement non, et ça m'attriste un peu. En fait, il y a que René qui s'est exprimé sur le sujet. Il nous dit « Il est vrai que le handisport n'a pas encore sa place dans les événements sportifs. D'ailleurs, il est fort regrettable qu'il y ait une séparation entre Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Le tout devrait se dérouler en même temps. De cette façon, les gens connaîtraient les athlètes paralympiques et ces derniers seraient encore plus fiers de participer à cet événement. Ils méritent les applaudissements de stades remplis. » Alors, personnellement, je suis entièrement d'accord avec lui. Et c'est vrai que j'attendais un peu plus de réactions de la part de nos internautes, surtout quand on sait à quel point le secteur est bien représenté dans le handisport et le met beaucoup en avant. On a quand même, comme tu le disais tout à l'heure, un champion du tennis handisport, Nicolas Pfeiffer, qui est actuellement premier mondial en double. Il a vraiment un parcours hyper impressionnant. Sur le secteur, on a aussi l'ASSA qui organise ce week-end les quarts de finale du championnat de France de cross-country handisport à Sarrebourg. Et Norbert nous rappelle aussi dans les commentaires que le 17 juin prochain, à Putelange, il y aura la course DAC pour le handisport, donc DAC voulant dire debout, assis, couché, donc DAC, qui sont les 3 formes de participation handisport connues pour la course à pied, avec la participation aussi de Michel Munch, qui est champion de France du 5000 mètres et qui était vainqueur de la 11e édition des 10 bornes pour Quentin en 2016. Alors, j'oublie sûrement aussi beaucoup d'autres clubs du secteur ou dans lesquels le handisport est représenté, mais c'est vrai que le handisport n'est pas beaucoup médiatisé, mais on pourrait peut-être aussi penser que c'est parce qu'il est tout simplement pas assez suivi des téléspectateurs. Et je me tourne vers vous pour savoir si vous faites partie des téléspectateurs ou des personnes qui suivent le handisport ou pas. Absolument, je pense que tout un chacun qui a un peu l'âme sportive au fond de soi, je pense qu'on suit généralement également aussi les exploits de Nicolas Pfeiffer, qui quand même représente la région dont on peut être fier. Tout à fait. Bon, alors, en revanche, vous n'êtes pas du tout venu nous parler de sport, même si ces derniers jours... C'est un autre sport qu'on a livré hier. Voilà, c'est un autre sport, puisque vous êtes membre du comité de défense des travailleurs frontaliers en Moselle, et vous faites partie du syndicat Ig Metall. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement vos revendications ? Voilà, donc les revendications de la part de la Ig Metall se chiffrent, premièrement, il y a le chiffre de 6% d'augmentation salariale qui est demandé. Ce chiffre n'est pas tombé par hasard, c'est pas le chiffre 6 en lui-même. Le chiffre en lui-même, il est constitué, premièrement, il y a une inflation prévisionnelle de 2,8% sur la moyenne Europe. Il y a
une inflation donc de 2,8%. Il y a également une croissance dont tout le monde parle qui est de l'ordre de 2,3%. C'est encore à vérifier, mais bon, voilà, c'est les prévisions qui sont faites et sont réalistes, je pense. Et donc, au bout, on aurait encore 1%, un petit pourcent d'augmentation salariale. Et donc, voilà le pourquoi du 6. Hein. D'accord. Et pourquoi se révolter maintenant? Pourquoi avoir choisi ce moment? On n'a pas choisi ce moment, c'est-à-dire en Allemagne, les négociations se font sur une durée déterminée. Donc, on arrive au bout de ce laps de temps et on est rentré il y a, maintenant, ça fait 4 semaines, on est arrivé au bout de négociations. Du temps qui a été négocié et c'est maintenant qu'on redémarrait depuis 4 semaines les nouvelles négociations et donc il y a une date butoir qui est fixée également. Si on n'arrive pas à un entendement, au bout de 3 semaines, c'est maintenant les mesures qu'on a prises maintenant qui sont en train de se prendre par le biais de toute l'Allemagne. Et dans les prochains jours, si jamais vous n'arrivez pas à convenir d'un accord avec le patronat, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez encore durcir votre grève? Absolument. Pour l'instant, le patronat, il met un veto catégoriel, aucune avancée significative d'ailleurs. Et donc le mouvement, je suppose, et on est tous décidés d'ailleurs, la base est décidée, tout le monde est motivé, la solidarité joue, donc on va conduire, on va accentuer le mouvement. On voit actuellement sur les images, vous êtes nombreux, combien de travailleurs frontaliers font partie du syndicat IG Metall? Alors là, bonne question. Disons que chez nous, dans l'usine ZF, qui représente grosso modo 9500 salariés, il y a 70% de l'effectif qui est syndiqué. Étant donné qu'on a environ 1200 frontaliers, je pense qu'il y a un bon millier de syndiqués au niveau de la ZF. Mais maintenant, les chiffres de la SAR, je ne pourrais pas vous les communiquer comme ça, je n'ai pas... Pas de problème. Selon vous, pourquoi le patronat devrait-il céder et comment arriverez-vous à le faire céder? Quels sont ces... C'est malheureux qu'on ne recherche pas la confrontation. C'est malheureux que ça se trouve dans une impasse pour l'instant. C'est-à-dire les deux parties sont perdantes. L'ouvrier, il va moins toucher, il n'aura pas son salaire net habituel. Le patronat, bien sûr, il aura moins de recettes également. Pour l'instant, rien que vous chiffrez, pour l'instant, ça représente entre 65 et 90 millions de pertes pour le patronat la journée qui a été faite hier. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc les deux parties sont perdantes et comme je vous ai signalé, ces 6% sont tout à fait justifiés. D'accord. Mais avec toutes les grèves que vous organisez, notamment hier, la grève de 24 heures, est-ce que ça n'a pas des répercussions sur l'industrie, sur les emplois? Comment vous pouvez prévenir tout ça? Ça n'a pas de répercussions sur l'emploi lui-même. Au contraire, on revendique de l'embauche. Mais non, c'est le veto du patronat donc, qui met... toutes les choses en difficulté. D'accord. En définitive, on dit quoi alors? On dit on ne cédera pas tant qu'on n'arrivera pas à un accord? C'est la seule et unique condition? Un accord tout à fait plausible. Il faut un accord respectueux envers les salariés quand même. Là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on mène les négociations. C'est pas à sens unique. Hein. D'accord. Alors, je vous propose, on va regarder ce reportage en immersion avec les salariés français à la ZF. Hier, ils étaient près de 10 000 en grève pendant 24 heures. Les revendications du syndicat IG Metall n'étant toujours pas acceptées par le patronat. L'occasion d'interroger des travailleurs frontaliers sur leur situation. Un reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. 30 ans d'ancienneté pour Didier, seulement 5 pour Yvonne. Leur point commun, ils travaillent tous deux en Allemagne en tant que salariés de l'usine ZF. Ils font partie des quelques 2000 Français employés dans les diverses branches de production, montage, usinage ou encore les tâches administratives. Malgré les récentes revendications du syndicat IG Metall, les frontaliers sont plus ou moins positifs quant à leur situation. Pour moi, ça a toujours été que les salaires, on est bien mieux payés qu'en France, quoi. Et puis la proximité aussi. Voilà, j'ai pas besoin de faire 50 km pour aller travailler. Je fais 5 km tous les jours. Au niveau salaire, on n'a pas à se plaindre. Hein. Ce qu'il y a énormément d'heures supplémentaires, parce que l'usine, il faut qu'elle tourne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Parce qu'il y a toujours eu des demandes. Dans certains secteurs, on n'arrive même plus à suivre. Alors on est obligé
d'être là presque tous les week-ends, quoi. La demande de production augmente. Les entreprises allemandes, notamment celles d'équipements automobiles, n'hésitent pas à proposer des sessions d'embauche où de nombreux candidats des villes frontalières sont choisis. Les frontaliers, on a beaucoup d'ouvriers en Lorraine qui sont qualifiés. Surtout qu'on a les bonnes écoles aussi à côté de Forbach, Saint-Avold, Sarreguemines et l'Allemagne, ils ont beaucoup besoin d'ouvriers qualifiés, quoi. Une seule différence est pointée du doigt. Si auparavant les salariés obtenaient à coup sûr un CDI, aujourd'hui la durée des contrats se rétrécit sous forme de CDD de 6 mois. Les travailleurs frontaliers s'estiment globalement bien lotis, mais la hausse des prix au quotidien et l'âge de départ à la retraite plus tardif qu'en France les poussent aujourd'hui à se mobiliser. Alors comme le disait Yvonne dans le reportage, avant il y avait beaucoup plus d'avantages à aller travailler en Allemagne quand on était frontalier. Aujourd'hui l'écart se resserre, le SMIC est quasiment au même niveau qu'en France. Oui. Quels sont encore les avantages qu'on a en tant que Français à aller travailler là-bas? Déjà, ça dépend. Les avantages, tout ça c'est relatif. Disons que les gens, par exemple, qui travaillent chez ZF, c'est une grande entreprise quand même, une entreprise internationale. Donc la sécurité de l'emploi, elle est quand même certifiée, entre guillemets. On sait jamais, on ne peut jamais parler du lendemain. Mais je pense que déjà, il y a cet aspect des choses. Les grandes entreprises sont, d'ailleurs, dans le secteur limitrophe frontalier du côté allemand, sont nettement plus nombreuses. C'est mieux structuré aussi. Les revenus nets sont encore, il faut être honnête, dans ce cas de figure, sont encore supérieurs aux revenus français. Mais c'est un nivellement par le bas qui s'ensuit, on le remarque d'année en année. Mm-hmm. Alors vous, en tant que secrétaire du comité de défense des travailleurs frontaliers, comment il est né ce projet? Comment ça a été créé justement? Est-ce que vous avez l'anecdote à nous raconter? Oui, c'est une formidable et longue aventure qui a démarré, je travaille encore à l'usine Michelin à Hombourg, et c'était notre ami regretté Marcel Hans qui en était l'instigateur. Il lui est venu l'idée, il avait lu un article sur dans la presse, comme quoi il y avait des frontaliers qui s'organisaient pour créer une association quelconque, enfin pour revendiquer nos droits. Et c'est là qu'a démarré notre aventure. On n'était pas nombreux, c'était dans notre atelier à nous. D'ailleurs, c'était sur le poste de nuit. Marcel Hans, il était magasinier, il était au contact de nous, il était auprès de nous, et c'est lui qui a lancé ce pavé revendicatif. C'était une joie immense d'y participer, encore aujourd'hui d'ailleurs, avec une équipe très solidaire, un comité de camarades vraiment exemplaires. Et qui n'est qu'à féliciter d'ailleurs. Marcel Hans, son principal cheval de bataille du départ, c'était la réintégration dans le système de sécurité sociale, auquel on a abouti, et donc on avait posé la première pierre de nombreuses victoires. Nombreuses victoires, justement, oui. Et actuellement, aujourd'hui, quels sont les dossiers en cours? Oh là là, il y en a des très très importants. Il y en a beaucoup, je sais pas. On avait une bataille immense avec l'imposition des retraites en Allemagne. D'ailleurs, on a encore des dossiers qui sont en cours, c'est pas encore terminé, bien que la loi elle ait changé maintenant. Mais voilà, il reste encore pas mal de dossiers en cours. Et le cheval de bataille, d'ailleurs, notre ami président Arsène, il ne cesse de le répéter, dès qu'on a réussi à aboutir dans un projet, enfin dans une mesure, il y a un autre problème qui se soulève. Donc actuellement, c'est maintenant l'imposition sur les retraites de la CSG et CRDS. C'est une incompréhension, enfin c'est un mal-vivre. D'accord. Vous aviez déjà combattu la double imposition sur les retraites, voilà. Et maintenant un autre combat s'ajoute. L'un problème succède à l'autre. D'accord. En tout cas, on suivra de très près tous ces projets. Merci beaucoup Roland Sarter d'avoir été notre invité. On va parler de divertissement pour adoucir un petit peu les mœurs aujourd'hui. Alors Sandrine, qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end ?
Alors, eh bien, ce week-end, on sera au cœur des festivités de carnaval avec la cavalcade de Sarreguemines qui aura lieu dimanche. Comme tous les ans, elle est organisée évidemment par la Société carnavalesque de Sarreguemines et elle démarrera à 15h à la gare routière pour défiler ensuite dans les rues du centre-ville. Et une 50aine de chars sont attendus et normalement, la météo devrait être de la partie. Super. Et à Sarreguemines, carnaval, ce n'est pas que la cavalcade. Non, il y a aussi les Kapensitzung et ce week-end, vous aurez encore le choix. Vous pourrez aller faire la fête avec les Plates Filles à la maison de quartier de Neunkirch ce samedi pour fêter en même temps leur 20e anniversaire. Et le thème de cette année, c'est le cabaret. Et sinon, les Spitzbou seront aussi sur scène au Clos du Château à Neufgrange pour une soirée à thème sur le Mexique. Et c'est ce samedi à 20h11. Et pour finir, la Société carnavalesque qui vous propose la 2e représentation de leur Kapensitzung sur le thème de l'Irlande. Pas facile à dire. Parfait. Et ce week-end aussi, les enfants ont le droit à leur carnaval. Oui, alors cette semaine, ce sera à Boustvillers de 14h à 17h à la salle W. Il y a de nombreuses animations qui les attendent, DJ, magiciens, sculpteurs de ballons, canons à confettis, peluches géantes et encore bien d'autres surprises. Et évidemment, les déguisements sont les bienvenus. Ok, et parmi les déguisements, il y aura sûrement des clowns. Ouais. Mais pour apprendre à devenir un vrai clown, tu nous proposes un stage. Oui, alors il est organisé par l'association Artopie et animé par Camille Perrin. Il aura lieu ce dimanche de 9h30 à 18h30 et il est destiné aux comédiens débutants qui souhaitent découvrir l'art du clown, mais également à ceux qui ont déjà de l'expérience et qui veulent continuer à apprendre et à pratiquer. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Artopie à travers leur site internet ou leur page Facebook. Ok, on passe au sport, on reste toujours dans le thème. Ouais. Ce week-end, l'ASS Tennis accueille des finales. Oui, alors les finales dames et hommes du tournoi Open Hiver, elles se dérouleront samedi à partir de 14h au complexe du tennis de la Blise. Alors, petit rappel pour les seniors, la distribution de billets est ouverte pour le théâtre en plate. Oui, alors comme tous les ans, la casque offre aux personnes de plus de 65 ans résidant à Sarreguemines des entrées pour aller voir la troupe du Sarreguemines à Plate Théâtre. Et cette année, la représentation aura lieu le 17 février à 14h30 au W de Boustvillers. Et vous pouvez dès demain aller retirer vos places à l'office de tourisme de Sarreguemines durant les heures d'ouverture du bureau. Ok, et tu proposes un loto aussi? Oui, pourquoi pas, et même un grand loto familial organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Frauenberg. Il se déroulera au foyer Saint-Jacques ce dimanche à 14h. Et juste comme ça, pour vous mettre l'eau à la bouche, sachez que le premier prix, c'est quand même un voyage pour 2 personnes en Espagne, une semaine en pension complète. Ça donne envie, hein? Ça donne envie. Ah ouais, hein? Et on part tout de suite à Grunwiller. Nous étions tout à l'heure en duplex. Eh bien, nous avons également visité les lieux en drone. Voici le résultat dans cette carte postale de l'agglo vue du ciel. Bienvenue à Grunwiller. Cette petite commune d'un peu moins de 700 habitants est idéalement située dans un triangle entre Sarreguemines, Sarralbe et Putelange-au-Lac. Ce que l'on peut retenir de ce village entouré de massifs forestiers, c'est son calme agréable et sa dimension familiale. Grunwiller est riche de nombreuses associations et infrastructures qui offrent une belle gamme d'activités. Du foot au tai chi, en passant par la line dance, chacun y trouve son compte. Les amoureux de nature, eux, n'ont pas à chercher bien loin. Les sentiers sont là, juste au pas de la porte. On en oublie même la proximité de l'autoroute. Le patrimoine ancien de Grunwiller, préservé, est le témoin de son passé. L'église Sainte-Anne a été bâtie en 1876 en lieu et place d'un ancien ermitage. Lors des travaux d'aménagement du parking attenant, on a préservé cette majestueuse allée bordée d'arbres qui fait le bonheur des couples venant s'y marier. Derrière l'église, un monument historique du XVIe siècle. Un calvaire remarquable sur lequel on veille avec attention. Si Grunwiller s'intéresse à son passé, la commune est résolument tournée vers l'avenir et les projets en cours ou en gestation ne manquent pas. De quoi attirer de nouveaux résidents en quête de tranquillité, mais pas d'isolement.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous, Roland Certer, d'avoir été notre invité. C'est moi. On suivra toutes vos actions de près sur Mosaïque, c'est promis. Sandrine, à bientôt. À bientôt. On se retrouve demain à midi sur Mosaïque. Excellente journée à tous.